25 ans, c'est quasiment le nombre d'années que Serge Esso compte à son actif. Cela fait en effet un quart de siècle qu'il a choisi de mettre ses talents de négociateur au service de différentes organisations. Et aujourd'hui, dans le cadre de ce nouveau numéro de Regard Contemporain, nous avons le plaisir de l'accueillir pour effectuer avec lui une rétrospective de son parcours. Bonjour Serge. Bonjour Yvan. Vous allez bien? Ça va, ça va. Écoutez, merci à vous d'avoir bien voulu vous rendre disponible pour effectuer cette interview. Et nous allons donc rentrer dans le vif du sujet avec la première préoccupation. Dans une publication datée de 2019, la rédaction de Forbes Magazine vous présente comme un négociateur de talent. Est-ce ainsi que vous vous définissez? Autrement dit, qui est Serge Esso? Je ne vais pas me définir nécessairement comme un négociateur de talent. Je pense avoir quelques qualités en la matière, mais ce n'est pas ce qui me définit en tant que tel. Je m'appelle effectivement Serge Esso, je suis un Camerounais, je ne vais pas dire jeune Camerounais, mais en tout cas un Camerounais qui travaille déjà depuis presque un quart de siècle en Afrique francophone subsaharienne, et notamment au Cameroun, mais aussi dans différents pays. Je suis conseiller juridique et fiscal de formation et de profession. J'ai surtout exercé dans les métiers liés au droit des affaires au sein d'un certain nombre de multinationales, ici et ailleurs. Et je suis depuis quelques années responsable du cabinet que j'ai créé, mais ça, je crois qu'on va en parler à un moment donné. En tout cas, merci à vous. Merci à vous pour ces premiers éléments de réponse. Et nous poursuivons notre échange avec vous avec une autre préoccupation. Vous avez créé, comme vous l'avez si bien souligné vous-même, Glencore Advisory. Ouais. Quelles sont les activités développées par vous et vos équipes à travers cette structure? Alors, le cabinet Glencore Advisory est un cabinet spécialisé dans le conseil stratégique institutionnel. Sous d'autres latitudes, ça s'appellerait un cabinet de lobbying. Nous sommes surtout axés, on va dire, sur la mise en adéquation entre les pratiques d'affaires internationales et les pratiques d'affaires locales, c'est-à-dire concilier, faciliter le dialogue, les interactions, les projets entre le secteur privé, quel qu'il soit, local ou international, mais généralement international, et le secteur public, qui est généralement le pays de destination d'un investissement international. Et vu que l'approche n'est pas la même entre un investisseur qui arrive de l'autre bout du monde, d'Australie, du Canada, de France, et nos spécificités politiques, sociologiques, culturelles, anthropologiques et tout autre domaine, la feuille de route notamment du gouvernement dans le pays africain concerné, il faut trouver l'axe, le bon canevas pour que le projet d'investissement se mette en adéquation avec les politiques, la vision, l'approche de l'État qui reçoit cet investissement. Sinon, on arrive à une situation de non-dialogue, à une situation un peu schizophrénique où personne ne se comprend, mais pourtant il y a une appétence d'un côté et de l'autre. Donc c'est en fait en constatant au fil de mes années d'expérience en multinationale, en constatant qu'il y avait ce chaînon manquant dans la chaîne de valeur des négociations internationales, et donc avec pour conséquence malheureuse soit le retard pris dans les projets, soit l'annulation de certains projets, l'échec de certains projets, que lorsqu'il s'est agi pour moi de créer un cabinet, en tout cas de me mettre à mon compte, j'ai préféré opter pour cette niche-là qui pour moi, plus qu'une niche, c'est un levier extrêmement important pour l'amélioration du climat des affaires. Merci, c'est bien noté. Et pourquoi, juste une autre petite question, hein, pourquoi le nom Glencore? Oui, effectivement, surtout qu'en ce moment, c'est un nom qui peut avoir une certaine consonance, mais je l'assume pleinement parce qu'il a une véritable histoire. Glencore, en fait, c'est l'adresse d'un de mes meilleurs amis à Détroit, dans le Michigan, enfin à Ann Arbor. Son adresse était 2240 Glencore Hills Drive. Okay.
Et je passais beaucoup de temps à cet endroit, à la fin des années 80, début des années 90, quand j'étais élève, étudiant, etc. Et avec d'autres amis ivoiriens. C'était le lieu où on passait des nuits blanches à se demander ce qu'on allait devenir, comme on dit, tirer des plans sur la comète. C'était le laboratoire de nos ambitions, c'était véritablement l'incubateur de ce qu'on allait devenir plus tard. Et nous avons tous formulé des projets, des envies, des ambitions, etc. Et quand il s'est agi pour moi de créer mon cabinet, je l'ai baptisé de ce nom-là, en souvenir de cette période et de ces personnes qui sont extrêmement chères à mon cœur. Maintenant, de tax and legal consultant chez PwC, c'est-à-dire PricewaterhouseCoopers, à founder et CEO de Glencoe Advisory. Si vous deviez partager votre trajectoire professionnelle avec les personnes qui nous suivent, que diriez-vous? Ben, que ma trajectoire professionnelle ne commence pas chez PwC. PwC, c'est un point pivotal, j'ai envie de dire, de ma carrière. Peut-être qu'on en parlera à un moment donné parce que ça a été véritablement l'expérience la plus marquante et la plus déterminante que j'ai eue, à mon sens. Voilà. Mais ma carrière commence à Paris, au sein du groupe Bolloré, quai de Dion-Bouton, à la direction des affaires juridiques de la DAT, Division auxiliaire de transport Europe du Nord. Donc c'était à la fin des années 90, on va dire 97, jusqu'en 99. Et c'est en 99 que je rentre au Cameroun et que je rejoins PwC. Voilà. Et après PwC, chemin faisant, comme on dit, je me retrouve à la tête des ressources humaines de Camrail, un peu par hasard, enfin peut-être pas un hasard tant que ça parce que je l'ai voulu, mais in fine, je crois que c'était c'était pas le meilleur aiguillage qui soit. Néanmoins, ça m'a appris énormément de choses, parce que chez Price, on était un peu dans un cocon. Déjà avant Price, j'arrivais de France. J'arrive chez Price, on est vraiment dans un cocon, on n'est pas encore au Cameroun réel, quoi. Et là, quand vous tombez parmi les cheminots, là, vous êtes dans le pays réel. Et dans ce sens-là, j'ai beaucoup appris, c'était extrêmement intéressant, enrichissant. Et je me sers encore des enseignements de cette période-là pour tisser ma toile aujourd'hui, pour déployer mes activités. Voilà. On poursuit toujours dans votre trajectoire professionnelle parce que vous avez déjà évoqué 3 étapes, c'est-à-dire la France, oui. Le Cameroun. Sur le Cameroun, vous avez mentionné PwC, ensuite Camrail. Mais nous, quand on parcourt votre CV, on voit encore plein d'autres... Oui, bien sûr. Heureusement ou malheureusement, je ne sais pas. Ça peut donner une impression de bougeotte, mais je pense que c'est surtout un parcours voulu, mais un petit peu subi aussi. Mais à la fin de la journée, je réalise que c'est véritablement un plan, je ne sais pas si c'est le plan de Dieu, mais rétrospectivement, je réalise qu'il fallait que je fasse exactement ce parcours pour faire ce que je fais aujourd'hui. C'était un apprentissage. Pour moi, c'est pas une carrière, c'est un apprentissage. Donc effectivement, après Camrail, je vais chez Shell International, SOPAF, Shell Oil Product Africa, où j'étais Tax and Legal Manager pour l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Je couvrais 16 pays, de la RDC au Cap-Vert, passant par toute l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Et donc c'était surtout autour du compliance, ce qu'on appelle la compliance, la conformité des opérations de Shell dans ces différents pays, la conformité aux lois, aux règlements, à la législation gouvernant les activités pétrolières, en tout cas le secteur d'activité dans lequel opère Shell. Donc il était question de s'assurer que les différentes entités Shell dans chaque pays respectent scrupuleusement la législation, notamment fiscale, mais aussi juridique, en place. C'est-à-dire, là, ça nécessitait effectivement
une certaine gymnastique intellectuelle, dans la mesure où, au-delà de l'OHADA, qui est un peu une règle commune à de nombreux pays que je couvrais, et également le code des impôts, le code civil d'origine napoléonienne, appliqué plus ou moins de manière similaire dans ces pays d'Afrique subsaharienne, notamment francophones. Mais il y a aussi des spécificités dans chaque pays. Et c'est là où on retrouve justement le doing business international versus le doing business local. C'est-à-dire qu'on arrive, on échelle, on a un certain ADN, on a une pratique, une approche, etc., mais qui n'est pas nécessairement aligné avec les us, les coutumes, la culture, la sociologie, l'anthropologie, l'histoire, la géopolitique de ces pays dans lesquels on opère. Et comment concilier les deux approches pour aller vers le but commun qui est le développement économique de ce pays et puis bien évidemment la recherche du profit honnête du côté de l'investisseur. Donc c'était très intéressant à cet égard-là et c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais que plus qu'une carrière, c'est un apprentissage. Voilà. Donc il y a eu Shell et Shell malheureusement comme les autres majors pétrolières, Total, non pas Total, excusez-moi, non même pas BP, Mobil, Texaco, ont commencé à réduire la voilure dans le downstream, parce que moi j'étais dans le downstream, la distribution pétrolière, le upstream étant l'exploration-production. Mais pour des raisons économiques, pour des raisons de recentrement, de recentrage des activités de manière stratégique pour ces majors, la décision a été prise de réduire la voilure au niveau notamment de l'Afrique subsaharienne et de nombreux pays de mon portefeuille ont dû fermer progressivement. Shell a fermé des opérations au Cameroun, au Gabon, en RDC, Togo, Bénin, Mali, Guinée, Conakry, etc., etc. Donc à ce moment-là, on se dit quoi? On périt ou alors on se réinvente. C'est pour ça que j'ai les différentes étapes de mon parcours, c'est pas nécessairement voulu, parfois c'est subi, mais même quand c'est subi, il faut pouvoir en tirer le meilleur et essayer de contrôler les choses du mieux qu'on peut. Soigner la sortie et préparer l'entrée ailleurs. Et cet ailleurs, c'était AES Sonnel, où je rentre en tant que sous-directeur des affaires juridiques dans un contexte extrêmement intéressant. Intéressant pourquoi? Parce que c'est une phase importante de l'entreprise qui venait de bénéficier d'un capex extrêmement important, l'un des plus gros d'Afrique centrale, c'était à peu près 400 millions de dollars américains. Et c'était pour financer le programme d'investissement piloté par le groupe AES au niveau de la Sonnel au Cameroun. Donc il s'agissait de construire des centrales à gaz, centrales thermiques, donc centrales de Kribi, centrales de Dibamba, qui sont aujourd'hui dans le giron de Globelec. Il s'agissait de rénover les barrages hydroélectriques de Sonloulou et d'Ea, construire des lignes de haute tension qui sont aujourd'hui dans l'escarcelle de la Sonatrel. Donc tout ça rendait le travail extrêmement intense, extrêmement intéressant, parce que j'ai eu la chance très rapidement d'être au cœur de ces débats-là, de ces programmes, en tant que juriste chargé notamment des contrats. Donc tout ce qui était contrat autour de ces projets, j'étais impliqué, soit au niveau de la négociation, soit au niveau de la rédaction, beaucoup au niveau de l'implémentation, ce qu'on appelait contract administration, contract monitoring. Donc là aussi, pareil, apprentissage, la négociation multiforme, parce qu'aujourd'hui vous négociez avec
des chefs de village, avec des populations impactées par le projet. Vous êtes dans une forêt, dans un village, mais il faut transformer ça en une usine électrique, en une centrale. Il faut pouvoir s'asseoir avec ces gens et parler leur langage, les comprendre l'importance pour eux de ne pas toucher à certains arbres, de savoir comment gérer leur habitat, la faune, la flore, les tombes, etc. Donc, vraiment, beaucoup dans l'anthropologie, hein, dans la culture, dans la sociologie. Et le lendemain, vous vous retrouvez à Arlington en train de négocier des contrats de turbines avec General Electric ou je ne sais pas, ou bien à Londres sur les aspects du financement du projet dans des cabinets qui étaient partis au projet, tels que Simons & Simons, Clifford Chance, etc. Et après, la semaine suivante, vous êtes à Yaoundé, en train de discuter, de négocier avec l'État du Cameroun, l'État actionnaire, vous voyez, mais en même temps l'État receveur de ces investissements-là. Parce que là, ce n'est pas tout à fait le même dialogue. Donc il faut pouvoir faire cette alchimie-là et à cet égard, c'était extrêmement intéressant. D'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de remercier le directeur général de l'époque, Jean-David Billet, et bien sûr mon acolyte de toujours, Henri Epessé, qui était directeur juridique et j'étais son adjoint, m'avoir justement tous les deux associés pleinement, plus que pleinement même, à tous ces projets-là. Donc ça m'a vraiment permis de démontrer également ce que je savais faire en la matière et c'est pas peu de dire que je suis fier d'avoir apporté ma pierre à cet édifice-là qui est vraiment extrêmement important, qui était extrêmement important pour bâtir la sécurité énergétique du Cameroun à travers des projets structurants. Là, on a vraiment le sentiment de faire quelque chose pour son pays, quelque chose qui va rester, quelque chose dont on pourra parler positivement des générations plus tard. Donc voilà, ça c'était un peu en résumé l'expérience AES Sonel. Et ce qui est d'ailleurs, ce qui peut prêter à sourire, c'est qu'à un moment donné, on a terminé tous ces projets et on se dit qu'est-ce qu'on fait maintenant une fois qu'on a fait ça, franchement, qu'est-ce qu'on fait? Et pendant ce questionnement-là, je ne demande rien, je ne cherche rien. MTN m'appelle, me contacte et me propose un poste. Donc c'était le poste de General Manager Corporate Services, donc qui correspondait à tout ce qui était institutionnel, la direction juridique, la direction de la régulation, corporate affaires, donc corporate communication, relations gouvernementales, la fondation MTN et porte-parole. Bon, vous n'allez pas me croire, mais je refuse d'abord. Ma première réaction, c'est de refuser. Et leur réaction, c'est de me titiller en disant que peut-être que je refuse parce que je ne me sens pas capable. Mais non, en fait, je me sentais bien dans le domaine de l'énergie électrique. Parce qu'il était prévu en fait une autre phase de CAPEX qui est le CAPEX distribution. Donc pour vraiment boucler la boucle, on aurait fait la production, le transport et la distribution. Il faut croire vraiment en ce qu'on fait. Il ne faut pas regarder nécessairement la carrière, je vais aller ailleurs, je vais gagner plus, mais c'était le sentiment de « OK, what's next ?» Mais le « what's next ?» c'était pas what's next nécessairement en termes de carrière, c'est que est-ce qu'on réussit à lever des fonds supplémentaires pour parachever cette œuvre de rénovation du secteur de l'électricité en faisant donc la rénovation aussi du système de distribution parce que c'est extrêmement important pour la bonne marche du secteur. Donc, malheureusement, ça ne s'est pas fait à ce moment-là et AES était d'ailleurs en train de quitter le Cameroun. Bon, ça, je ne le savais pas encore.
Et donc dans la foulée, long story short, je me retrouve quelques mois plus tard chez MTN, la compagnie de téléphonie mobile d'Afrique du Sud, leader au Cameroun. Dans la liste de vos réalisations, on retrouve à votre actif à Camaraï les accords de Kribi, qui ont permis d'apaiser durablement le climat dans l'entreprise. Pouvez-vous nous relater cet épisode de votre vie professionnelle? Oui, mon expérience à Camaraï était finalement assez courte, mais très impactante. Parce que quand vous vous retrouvez dans un environnement avec majoritairement des cols bleus, et que vous êtes un col blanc, il faut vous adapter. Il faut vous adapter vite, il faut comprendre les problématiques de la masse, de la majorité, et essayer de les traduire en éléments allant vers la performance de l'entreprise. Ne pas tout balayer du revers de la main, comprendre l'industrie. Le transport ferroviaire, c'est assez particulier. Les cheminots, c'est une population très particulière, très sensible et qui travaille dans des conditions extrêmement difficiles. Donc il ne faut pas être dans la posture je suis dans mon bureau, je signe des papiers, tout va bien. S'ils ne comprennent pas, c'est leur problème, ce n'est pas le mien. J'ai pensé que c'était à moi de descendre dans l'arène, comprendre leurs problématiques et essayer de trouver des solutions avec la direction générale. Donc quand je suis arrivé, il y avait effectivement un certain nombre de tensions entre les syndicats, notamment. Les syndicats du rail, ce n'est pas les plus faciles à manœuvrer. Et la direction générale, et le directeur général de l'époque, M. Kless, m'a demandé d'essayer de régler ce problème. Voilà, régler ce problème. Donc on s'est enfermé, les leaders syndicaux et quelques éléments représentant la direction générale, dont moi, en tant que responsable des ressources humaines, à Kribi, on va dire en stage bloqué pendant plusieurs jours, pour justement donner lieu à ce qu'on appelait les accords de Kribi, Kribi 1 et Kribi 2, pour mettre en place les voies et moyens d'un travail, d'une collaboration harmonieuse entre le plus gros du personnel représenté par les syndicats et les leaders syndicaux, donc les cheminots, et la direction générale, de manière à ce que la direction générale tienne compte des revendications, des problématiques, des challenges de la majorité du personnel, mais que ce personnel-là, ces cheminots, si tant bien qu'on comprenne en fait à quel point leur travail est important et éprouvant, mais qu'ils comprennent aussi, disons, les contraintes auxquelles une direction générale peut être confrontée vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de ses charges, vis-à-vis de ses actionnaires, vis-à-vis des financiers, etc. Donc, il faut trouver toujours le juste milieu. Donc, c'est beaucoup de négociations d'un côté, de l'autre, finalisées par des accords qui doivent être rédigés, qui doivent être signés par toutes les parties, qui doivent être appliqués avec honnêteté et en bonne intelligence, tout simplement. On va dire que ça n'a pas été un exercice des plus faciles. Non. Mais qui en valait la peine. Oui, largement, largement, largement. Et quand je parle de l'apprentissage, en fait, c'est vrai que quand on parle de Serge Esso, on a toujours le mot négociation qui n'est pas très loin. Mais c'est venu tout seul. C'est peut-être que c'est de l'inné, mais je ne le savais pas. Mais c'est après, on acquiert, on développe au fur et à mesure qu'on se retrouve face à des situations. En réalité, mes négociations ont commencé très tôt. Comment j'entre d'abord chez Bolloré? J'entre parce que je fais une rencontre fortuite avec Vincent Bolloré et puis j'arrive à l'accrocher en 3 minutes. Mais ça, c'est en fait une opportunité face à laquelle il faut être toujours prêt. Vous savez, les opportunités arrivent à tout moment, mais il faut être toujours prêt à dégainer. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Donc c'était déjà une forme de négociation. Et clair, j'ai négocié mon contrat, en tout cas peut-être pas mon contrat, mais mon recrutement,
en 3 minutes dans une station-service où j'étais pompiste. Ouais. Donc c'est comme ça que ça commence, mais je ne savais pas nécessairement que j'avais cette aptitude à la négociation. Après, quand je rentre au Cameroun et que je travaille chez Pricewaterhouse, on m'envoie très rapidement travailler en Guinée équatoriale, ouvrir le bureau, le superviser avec mon manager de l'époque. Et je me retrouve dans un environnement où, de fait, je suis même plus négociateur que juriste. Dans le sens où c'était le début du boom pétrolier, il y avait le monde entier qui se pressait à Malabo pour investir, pour drill le pétrole, pour créer des banques, pour construire, etc., etc. Mais il y avait les Guinéens qui n'étaient pas à l'époque très habitués à tout ce remue-ménage. Un pays de taille assez petite, on va dire, avec une langue qui n'est pas parlée par ses voisins, donc l'espagnol. Vous arrivez de Malaisie, de Brésil, etc. Vous apportez la bonne parole, vous apportez la bonne négociation. ExxonMobil qui vient du Texas, ils viennent avec leurs bottes et leur chapeau. Choc culturel, choc économique, choc multilatéral. Et vous, Price, vous avez pour mandat de créer des filiales ou succursales locales pour ces compagnies-là, entre guillemets pour le bien de la Guinée équatoriale et des Équato-Guinéens, qui, eux, ne comprennent pas nécessairement en quoi c'est leur bien. Ils voient tous ces gens comme des envahisseurs. Donc comment est-ce qu'il faut réussir à concilier les deux parties? Donc ça va au-delà du droit des affaires que je pratiquais ou au-delà de la fiscalité que je pratiquais. Donc là, il faut puiser en soi pour trouver les bons ressorts de discussion, de compréhension même des problématiques et de réussir à ramener les deux parties ensemble. Quand on préparait des réunions, des conseils d'administration, etc. Mais un mois avant, c'était le go-between entre la partie gouvernementale, la partie privée, internationale, pour permettre de tenir une réunion efficace. Donc la plupart des points, il fallait que je les négocie avant avec les deux parties. Donc c'était beaucoup de navettes, etc. Ça ne s'apprend pas à l'école. Ça, à un moment donné, c'est l'intelligence émotionnelle, c'est l'intelligence situationnelle, c'est la compréhension des problématiques et la volonté de régler un problème. Je ne vais pas dire par tous les moyens, mais par les moyens les plus utiles, efficaces et légaux possibles. Et là, il faut puiser dans soi-même. C'est pas, vous n'allez pas faire que du scolaire. Vous allez vraiment avoir une vision à 360 degrés et trouver vous-même les solutions. Et si ces solutions passent par la négociation, c'est tant mieux. Donc, c'est pour ça que je dis qu'au fur et à mesure, il y a eu cet apprentissage-là. C'est, bon, pas que l'apprentissage, mais l'exercice aussi de ces compétences. Et au fur et à mesure, on s'améliore, on a des succès, on a des échecs, on tire les leçons, on améliore à la prochaine négociation, dans la prochaine entreprise, etc., etc. Donc, c'est comme ça que ce que j'ai fait à Malabo, par exemple, m'a beaucoup servi chez AES, notamment. Et ce que j'ai fait chez AES m'a énormément servi chez MTN. Et ainsi de suite. Ce que j'ai fait chez MTN et chez tous les autres derrière, ça sert aujourd'hui à Glencoe Advisory pour le bien de nos clients. Voilà. Ça donne envie de faire de la négociation. C'est pas facile, hein. C'est pas toujours très facile. On s'en doute bien. Surtout quand on l'a fait en respectant scrupuleusement l'éthique des affaires. Là, c'est difficile. Et il faut prendre du temps, il faut prendre de l'énergie, il faut beaucoup travailler, faire ses homework, comme on dit. Et puis, il faut être patient, il faut être persuasif et éviter les pièges parce que ça vous amène pas très loin. À un moment donné, ce qui compte le plus, c'est votre réputation.
Si après 25 ans, je suis là, je continue à travailler, on me fait confiance, c'est parce que les différents acteurs savent qu'ils peuvent me faire confiance, justement, notamment en termes d'éthique, de compliance, de pratiques d'affaires. Voilà, avec toutes les règles prudentielles qu'on connaît, Sarbanes-Oxley, anti-money laundering, etc. Donc, Vous avez soulevé un point, vous venez de mentionner un point assez, je ne sais pas si on va dire délicat, le critère éthique dans la gestion des négociations. Je ne sais pas, on aimerait bien en savoir plus. À quelle réalité va on voir la notion de critère éthique dans le cadre de la gestion d'une négociation? L'éthique, ça renvoie à la non-transgression des règles établies. Et pour ne pas les transgresser, il faut déjà les connaître. Donc c'est pour ça que le lobbying que nous faisons, moi je l'appelle lobbying éthique et scientifique. C'est pas de PR, c'est pas de go-between, c'est pas connaître quelqu'un qui connaît. Non, il faut connaître ses dossiers, il faut connaître l'industrie dans laquelle votre client travaille, il faut connaître la législation, la régulation, tout l'arsenal juridique qui gouverne l'industrie, la profession, l'entreprise, etc. Donc, il faut déjà faire ces homework-là, connaître les règles du pays, connaître les règles de fonctionnement de votre client, qui est une multinationale qui vient d'ailleurs, qui est soumise aussi à un certain nombre de règles, notamment celle de la bourse à laquelle elle est listée, que ce soit Paris, New York, Londres, etc. La législation même de ces pays, la législation américaine qui peut, dans certains cas, s'appliquer de manière globale, mondiale, à partir du moment où les transactions sont faites en dollars ou à partir du moment où l'entreprise est listée à une bourse aux États-Unis, etc., etc. Donc, il faut maîtriser ça. Ça, c'est beaucoup de travail, c'est pas de l'à peu près. Et à partir de là, vous savez déjà que voici telle règle, voilà comment je peux l'utiliser à mon profit, au profit de mon client, voilà comment je peux ne pas la transgresser, voilà comment je peux peut-être discuter avec les responsables d'un pays pour demander humblement peut-être un autre regard sur une loi, sur un décret, sur un arrêté. C'est arrivé que l'État réalise que telle ou telle disposition législative ne cadre pas avec l'évolution économique du moment ou la nécessité peut-être d'accueillir tel ou tel type d'investissement. Et puis on s'adapte, on trouve des solutions ensemble. Et on n'a pas besoin d'aller voir des autorités avec des mallettes, etc. Des choses qui se faisaient dans un autre temps et qui ont montré leurs limites, surtout dans la situation actuelle du monde. Ce n'est absolument plus possible de le faire. Et nous, ça n'a jamais été dans notre esprit de penser à travailler de cette manière-là. Moi, je crois fermement à la force de la négociation, de la persuasion, mais surtout à la connaissance des règles, des dispositions législatives, juridiques d'un pays, d'une profession, d'une industrie. Et avec ça, il est totalement possible d'arriver à ses fins. D'ailleurs, excusez-moi, mais je l'ai éprouvé. Je l'ai éprouvé plusieurs fois. Dans un pays qu'on dit difficile, comme le Cameroun, où il y a effectivement toutes ces lois, toutes ces organisations anticorruption, etc. Mais parfois, la réalité peut être un peu plus nuancée. En tout cas, le Cameroun est connu pour être un pays un petit peu difficile en la matière. Mais c'est au Cameroun que j'ai fait les plus belles négociations et qui ont bénéficié à tout le monde, au pays, à l'investisseur, aux populations, au tissu économique, etc. Sans qu'il y ait le moindre breach en matière de compliance. Donc c'est tout à fait possible. Shell, paradoxalement, c'était plutôt la fermeture, gérer la fermeture des différentes entités, pays par pays,
J'étais impliqué dans ces dossiers-là, dans ces négociations. Et sur le plan humain, c'est un peu difficile parce que vous voyez comment vous êtes dans une salle, on prend des décisions sur des feuilles Excel qui sont projetées sur un mur. On ferme ici, on ferme là, ici on reste, etc. Mais derrière ça, il y a des hommes et des femmes, il y a des familles, il y a des gens qui en tirent leurs revenus, leur vie va changer. Et néanmoins, vous devez prendre des décisions, ou en tout cas accompagner ces décisions, parce que les décisions, je ne les prenais certainement pas, mais accompagner ces décisions-là avec ce que ça implique. Le Cameroun, ça avait été assez difficile. Je ne sais pas si vous étiez là en ce moment-là, mais sur le plan humain, syndical, etc., c'était particulier. C'était particulier dans d'autres pays aussi. Et à cet égard, c'était vraiment ce que je retiens, la difficulté de ces négociations-là, mais aussi le succès finalement de ces négociations, puisque chacun dans chaque pays est parti convenablement en tout cas et a pu se projeter après, parce que Shell c'est une grande école, hein, on apprend énormément dans ce groupe-là. Et je ne connais pas un seul ancien de Shell qui n'ait pas pu rebondir à la suite de ça. Voilà. Donc ça, c'est pour Shell. AES, c'est nécessairement le programme d'investissement, le CAPEX. Ce programme d'investissement, c'est ce qui m'aura le plus marqué. Le privilège de participer à des décisions extrêmement importantes ou la mise en place d'un certain nombre de choses, d'éléments qui ont changé à ce moment-là le paysage énergétique camerounais, y compris des décrets, des lois, la loi sur l'électricité 2011, etc. Mais aussi de manière concrète, les centrales qui ont été créées, les lignes haute tension qui ont été créées. Voilà, la rénovation d'un barrage hydroélectrique, c'est spécial. Si vous allez là, physiquement, voir des hausses mobiles, des conduites forcées, c'est extrêmement impressionnant. C'est extrêmement impressionnant. Donc, ça, c'est vraiment ce qui m'a marqué à ce niveau-là. Chez MTN, c'est forcément la négociation, enfin le renouvellement de la licence et de la licence télécom qui arrivait à expiration au moment où je les rejoignais. Bon, quelque part, je crois qu'ils sont venus me chercher pour négocier ce renouvellement-là, au bout de 15 ans. Mais au-delà de ce renouvellement, c'était l'acquisition des technologies 3G, 4G, qui ont complètement révolutionné ce qu'on appelait l'économie numérique, donc révolutionner l'économie du Cameroun. Si aujourd'hui on arrive à faire tout ce qu'on fait online, toutes les applications, les Yango, les livraisons, les réunions en remote, les paiements mobiles, toutes ces applications-là, en fait, c'est de là que ça vient. D'ailleurs, notre motto à ce moment-là, vis-à-vis du gouvernement camerounais, c'était « Nous voulons mettre en place une économie numérique, une économie digitale ». C'était pas « Nous voulons une licence, nous voulons que vous renouveliez notre licence, nous voulons la 4G pour… Non, on est là pour ensemble mettre en place une économie digitale dans ce pays. Et il fallait expliquer maintenant les bienfaits de cette économie-là pour pouvoir dérouler justement son programme en la matière. Donc c'est véritablement la mise en place de l'économie numérique au niveau de mon expérience oui, chez MTN. Après, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a des choses extrêmement positives, notamment dans le domaine juridique, etc. Il y a aussi des choses moins bonnes, parfois des sanctions, des pénalités de la part du régulateur, etc. C'est la vie des affaires, donc voilà. Mais voilà un peu, on va dire, entreprise par entreprise, le fait marquant que je peux partager de manière brève.
Voilà. Quel regard portez-vous sur le chemin parcouru depuis la création de Glencoe Advisory? Sauf erreur de notre part, c'est bien depuis 2018. Exactement. Ça fait exactement 6 ans qu'on est en opération. Parce qu'il faut dire que quand j'étais chez MTN, je commençais déjà à préparer Glencoe Advisory. C'est-à-dire 3 ans avant de partir d'MTN, je travaillais déjà sur ce projet-là. Je savais exactement ce que je voulais faire. J'avais compris, j'avais compris finalement où je voulais aller. Et j'avais compris le pourquoi de ce parcours. Et qu'il allait y avoir un moment où il faudrait que je vole, entre guillemets, de mes propres ailes et que j'applique tout ce que j'avais appris. Donc, ayant constaté ce gap-là, justement, comme je disais tantôt, dans l'échiquier des affaires, ces aspects institutionnels qui doivent être nécessairement adressés, je me suis dit, je vais créer un cabinet spécialisé dans ces métiers-là, qui, somme toute, sont ce que je couvrais chez MTN. Donc, quand le projet a été mûr, bon, j'avais des sparring partners avec qui je discutais quand même, on échangeait, est-ce que c'est prêt, est-ce que c'est pas prêt, non tu n'es pas prêt, oui tu es prêt. Quand il s'est avéré que, on va dire, j'étais prêt, donc j'ai négocié avec MTN pour pouvoir partir et j'ai quitté MTN en mi-2018 et un vendredi et le lundi j'étais dans les locaux de Glencoe. C'est pour dire à quel point le projet était mûrement préparé. D'ailleurs, c'est l'occasion de remercier MTN qui m'a donné mon premier contrat pour lancer mon cabinet avec MTN Côte d'Ivoire. Donc voilà. Mais maintenant, au bout de 6 ans, on peut quand même, faire un bilan et se dire qu'on a apporté nos services particuliers, notre compétence, nos diligences à un certain nombre d'entreprises qui nous ont fait confiance. Certaines sont parties, d'autres sont venues, d'autres sont revenues, etc. Mais ça a été surtout dans le secteur, des secteurs qui me sont chers, de manière naturelle, les télécoms et l'énergie, les énergies électriques notamment et énergie au pluriel, de manière large. Donc nos clients sont majoritairement des multinationales parce que je pense que ce sont elles qui ont surtout besoin de ce type d'accompagnement stratégique et institutionnel dans des pays d'Afrique francophone, notamment subsaharienne. Donc on a quelques multinationales dans notre portefeuille au Cameroun, un petit peu en Côte d'Ivoire et en RDC. Bon, en RDC, on a surtout plus travaillé paradoxalement côté État avec le ministère des Finances de la RDC. Mais on prend ce qui se présente et ce qu'on peut faire. Donc voilà, on a quand même un petit peu de pain sur la planche. On aimerait avoir plus que ça dans des pays voisins, notamment en Afrique de l'Ouest. Je crois vraiment au développement en Afrique de l'Ouest. Mais pour l'instant, en tout cas, voilà où nous sommes. Je crois qu'après 6 ans, on n'est pas mécontent. Maintenant, un focus sur le climat des affaires en Afrique, qui se trouve être une de vos préoccupations majeures. Tout à fait. Quels sont vos insights au sujet du climat des affaires en Afrique, notamment au Cameroun de nos jours? Alors, je n'ai pas vraiment d'insight. Si quelqu'un vous dit qu'il a des insights, vraiment, c'est qu'il a une boule de cristal. Parce que le Cameroun, c'est le Cameroun. C'est un pays très particulier. On le dit tous les jours, agonisant, affaibli, non attractif. Je parle du pays, bien évidemment. Non attractif, affaibli dans le concert des nations, etc. Mais le Cameroun, c'est le Cameroun. C'est le leader de l'Afrique centrale. C'est la locomotive de l'Afrique centrale. Je ne dis pas seulement de la CEMAC, mais de l'Afrique centrale, même sur le plan géographique. Si on prend au niveau de la CEAC,
Bon, vous avez des pays comme la RDC, l'Angola, etc., qui ont un certain poids économique par rapport à leurs ressources. Mais nous, on a les ressources naturelles, on a le sous-sol, on a le sol, et surtout, on a les hommes et les femmes. J'ai voyagé énormément en Afrique, et c'est pas parce que je suis camerounais, mais il faut saluer l'âpreté au travail des Camerounais. Et c'est pas un hasard si notre pays pèse à peu près 60-65% du PIB de la CEMAC. Donc, un tel pays ne peut pas être ignoré. C'est impossible. Il peut y avoir des difficultés financières, des difficultés économiques, oui, de manière générale passagères, mais c'est le lot de tous les pays. Après, ça n'enlève rien à son attractivité et à la confiance que la communauté internationale peut avoir vis-à-vis du gouvernement camerounais. On dit les États payent toujours. Donc, quel que soit lambda, le Cameroun ne peut pas être un mauvais risque en termes d'investissement et quelles que soient, disons, les étapes dans lesquelles le Cameroun se trouve. Parfois, on a été en PPTE, parfois en ajustement structurel, parfois le FMI n'est pas très loin, etc. Mais on est toujours là. Et aller à l'aéroport, voyager, il y a des gens du monde entier qui arrivent ici, aller dans les grands hôtels de Douala ou de Yaoundé. Ils sont tous là. Ils attendent d'être reçus, ils veulent être reçus, ils veulent investir, ils viennent avec des capitaux, ils viennent avec des ressources technologiques, des ressources humaines. Donc, quel que soit lambda, le Cameroun sera toujours attractif. En tout cas, à mon sens. Ce n'est pas un insight, mais c'est mon expérience, mon vécu, l'observation du tissu économique local et puis du climat général, du climat politique, du climat social, du climat des affaires. Voilà. Si vous deviez partager avec les personnes qui nous suivent une shortlist de secteurs porteurs d'opportunités d'investissement, notamment au Cameroun, ce seraient lesquels d'après vous ? Je dirais surtout les nouvelles énergies, les énergies vertes, les énergies renouvelables, extrêmement important. Ce pays se bâtira sur un socle énergétique. Quand on parle de la SND 30, la stratégie nationale de développement, l'une des articulations les plus importantes, pour ne pas dire même la colonne vertébrale, c'est l'énergie. Sans énergie, on ne fait rien. Mais il faut avoir une énergie pas très chère, une énergie propre, une énergie durable, une énergie sustainable, une énergie de qualité. Donc il y a le solaire, il y a la biomasse, il y a beaucoup d'autres énergies, il y a l'hydrogène éventuellement, il y a beaucoup de propositions qui se font, en tout cas de discussions, des gens qui essayent de venir proposer ce type d'investissement ici et ils reçoivent en tout cas un bon accueil ou en tout cas une bonne oreille de la part de l'État camerounais. Donc il y a ce secteur-là, les nouvelles énergies, parce que c'est ça qui va driver notre feuille de route économique. Donc vous ne pouvez pas vous tromper en investissant dedans. Il y a les nouvelles technologies, bien évidemment, ce que j'appelais l'économie numérique, mais il y a aussi l'agriculture, l'agro-industrie. C'est parfois négligé, mais c'est extrêmement lucratif, extrêmement rémunérateur, surtout quand on regarde la position du Cameroun vis-à-vis de ses voisins en termes de garde-manger, en termes de grenier. Si on pratique une agriculture de masse, une agriculture industrialisée et avec une transformation locale, ou au moins un premier niveau de transformation locale, les exportations sont exponentielles vers le Tchad, le Nigeria, la République centrafricaine, le Congo, le Gabon. C'est un des secteurs aussi qu'il faut considérer fortement. Mais il y en a d'autres, bien évidemment. Mais ce sont les trois qui me viennent en tête pour l'instant.
Donc on retient les nouvelles énergies ou alors les énergies renouvelables. C'est ça. Les nouvelles technologies NTIC. C'est ça, c'est ça. Communication, économie numérique. Et en troisième position, l'agro-industrie. L'agro-industrie, tout à fait. À mon sens, en tout cas. Merci à vous. Et maintenant, selon vous, là on revient sur la négociation. Selon vous, comment faut-il s'y prendre pour mener à bien une négociation? Y a-t-il quelques réflexes ou des attitudes qu'il faudrait développer? On a pensé vous poser cette question, ou alors évoquer cette préoccupation avec vous parce que, vous le savez sûrement mieux que nous-mêmes, la vie des affaires s'articule autour des négociations. Recruter un partenaire, faire une vente, etc. C'est ça. Et plus les enjeux sont importants, plus il est important de pouvoir mener à bien sa négociation. Donc maintenant, on aimerait bien que Monsieur Négociation... Quelques insights. L'un des aspects les plus importants, mais qui est parfois négligé, c'est la psychologie. C'est comme être autour d'une table de poker à Vegas. C'est la psychologie. Connaître son adversaire. Je dis toujours à mes jeunes collaboratrices ici, know your customer. KYC, comme dans les banques. On ne part pas en négociation en se disant j'ai mes dossiers, en face il y aura l'État ou en face il y aura telle société. Puis, non. Il faut faire une analyse précise des stakeholders. Donc faire un stakeholder mapping, savoir quelles sont les différentes parties prenantes à ce type de négociation. Les parties prenantes visibles, les invisibles, les audibles, les inaudibles. Autour d'une table, j'invite en général les gens à se pencher plus vers les inaudibles. Parce que généralement, c'est eux qui ont même la décision. Ou qui peuvent influencer après telle ou telle réunion. Donc, il faut faire ce mapping-là des stakeholders et il faut faire ce profiling. De savoir que voilà comment l'équipe en face est constituée. Il y a tel fait ça, tel a tel pouvoir de décision ou a tel pouvoir d'influence. Et qui est cette personne? Qui sont ces personnes? Ça va très loin. Il faut même faire pratiquement des fiches pour savoir le parcours de la personne qui est en face, votre interlocuteur, qu'est-ce qui l'empêche de dormir la nuit? Il pense à quoi? Est-ce que sa préoccupation, c'est développer le pays sous tel ou tel axe et ça vient de quoi? Peut-être son enfance, il a fait quelle école? Sa famille, il est marié, il a des enfants, il joue au golf, il aime le whisky. Tout ça, c'est extrêmement important. Ça n'a pas l'air, mais quand vous avez quelqu'un dont vous avez fait ce profiling, vous analysez, vous avez la possibilité, justement, quelque part d'entrer dans sa tête, de le comprendre et de savoir comment mener les discussions à bien. Donc parfois on dit, ils sont forts en négociation, ils ont eu des informations, Non, c'est ce que j'ai appelé les homework. Il faut faire les homework, tout simplement. Diriez-vous que pour être un bon leader ou un bon manager de nos jours, il est important de développer ses compétences en matière de négociation? Oui, tout à fait. La négociation est partout. La négociation commence même dans le berceau. Un bébé qui veut son biberon ou qui veut des câlins de ses parents, il sait comment jouer sur la psychologie de son père ou de sa mère. On négocie tous les jours, mais on ne s'en rend pas seulement compte. Et pour bien diriger une entreprise, pour l'idée, il faut négocier en permanence et pas seulement avec la partie externe, mais en interne. J'ai parlé tout à l'heure des syndicats, mais les ressources humaines, les employés qui viennent avec leurs doléances, comment tirer le meilleur d'entre eux en usant du bâton, de la carotte, etc. Donc il faut toujours négocier. Ça, c'est clair. L'entreprise doit négocier avec ses banques pour des financements, prouver qu'elle est en mesure de
de faire face à ses obligations financières en temps et en heure. Donc, si vous voulez bien gérer une entreprise, il faut savoir bien négocier. Ce n'est pas l'essentiel, mais c'est extrêmement important. Parce que si vous n'avez pas cette capacité-là, votre entreprise est un petit peu en péril, en fait. Et le lobbying, est-ce que c'est une étape incontournable lorsqu'on parle d'investissement? Pas incontournable, mais de plus en plus importante, de plus en plus essentielle. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que beaucoup de nos clients, même, ou des multinationales, souvent ne se rendent pas compte, ou ne se rendaient pas compte de l'importance de cette discipline-là dans le chemin du succès de leurs affaires ou de leurs investissements. Donc nous, on a toujours une phase pédagogique qui est assez longue pour leur faire comprendre quel est leur problème et quelle est la solution. Et en général, ça tourne autour justement du lobbying, de la stratégie institutionnelle, des corporate affaires, du stakeholder management. Et c'est là où ils réalisent, ah, effectivement, je comprends pourquoi c'est bloqué, je comprends pourquoi on n'avait pas vu ça sous cet angle, etc. Donc, la conscience est prise progressivement et assez rapidement de l'importance de la négociation, l'importance du lobbying, l'importance d'adresser ces aspects corporate affaires, ces aspects institutionnels, ces stratégies de stakeholder management pour le succès de l'entreprise, pour le succès des projets à déployer et pour, bien évidemment, le succès des relations entre le secteur privé et le secteur public. Nous sommes quasiment parvenus au terme de cet échange, j'allais dire conversation avec vous. Et nous allons simplement vous demander si vous avez un mot pour la fin. Alors un mot pour la fin, je dirais que c'est le tour de l'Afrique. Hein. Aujourd'hui, c'est le tour de l'Afrique. Investissez en Afrique. Mais il y a plusieurs Afriques, il y a 54 Afriques. Donc il faut bien choisir sa destination d'investissement. Et là, c'est aussi une adresse aux pays africains. Il faut savoir vous vendre au maximum parce qu'il y a une compétition entre les nations. Il s'agit de capter l'investissement qui doit être fait chez soi plutôt que dans le pays voisin. Et pour ça, il faut que les conditions soient réunies pour avoir cet attrait-là qui permettra justement de drainer des capitaux et de l'ingénierie vers notre pays ou en tout cas dans les différents pays qui nous intéressent. Donc c'est, comme je dis, c'est le tour de l'Afrique. Il faut savoir se vendre, il faut bien vendre nos compétences, nos atouts de manière à tirer profit justement des investissements sous le prisme du secteur privé et pas seulement de l'État, parce que l'État ne peut pas tout. L'État doit pouvoir travailler en bonne intelligence avec le secteur privé, la communauté internationale et pour le bien des populations, des différents peuples qui sont établis dans nos pays respectifs. Voilà. Merci à vous, Serge. Ben, Yvan, je vous remercie pour l'intérêt porté à cette profession et à ma modeste personne. Au revoir.